Morning. Okay, well, thank you very much for coming. This is a hybrid meeting. We have a number of Merci people in d'être person, and it's présent. really so nice to C'est une see réunion hybride, mais il y a un grand nombre de personnes présentes. C'est vraiment agréable de voir des gens ensemble. Il y a un an, la situation aurait été tout à fait différente, mais dans la mesure où c'est une réunion hybride, il y a aussi des participants à distance qui sont très loin. Il y a des participants de New York ou d'autres lieux d'affectation. Donc, soyez bienvenus. Et je vous remercie de vous être joints à nous pour célébrer cette journée internationale de la langue maternelle. Il y a une interprétation en anglais et français. Merci aux collègues interprètes d'avoir fait en sorte que cette réunion soit plus accessible. Je suis Kira Kroglikova, directrice de la division de la gestion des conférences et point focal pour le multilinguisme. Nous célébrons à l'ONU depuis 20 ans cette journée pour célébrer la diversité des langues dans le monde et reconnaître l'importance du multilinguisme pour la préservation de l'héritage culturel, la promotion de l'égalité sociale. L'Assemblée générale a reconnu que le multilingualisme est une valeur clé de l'organisation et le secrétaire général a inclus le multilinguisme dans ses priorités. Le thème de cette année est l'éducation multilingue et la nécessité de transformer l'éducation. Cette équipe souligne le rôle du multilinguisme dans l'éducation et les défis auxquels sont confrontées les minorités linguistiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous des experts renommés qui vont nous faire part de leur expérience. Il y a Madame Maki Katsuno Ayashikawa, directrice division de l'éducation 2030 à l'UNESCO. Elle sera à distance. Il y a Monsieur François Grain, directeur de faculté de traduction et interprétation à Genève, observatoire, il préside l'Observatoire économique langue et formation. Il y a également euh, Madame Ella Gord, Monsieur Ewan Crisfield de Oxford Brookes University. Donc, je travaille sur. Nous avons également Madame Ayla Gordon, directrice du campus des Nations de l'École internationale de Genève, et Madame Ewan Crisfield, spécialiste en éducation à Oxford Brookes, éducation multilingue. Nous allons entendre les exposés des experts. Ensuite, vous pourrez poser des questions. Nous donnerons la priorité aux personnes présentes physiquement. Bien entendu, les modérateurs prendre en compte également des personnes en ligne. Il y a une section questions-réponses en ligne. Si vous avez des problèmes, contactez les modérateurs techniques. Nous enregistrons cette réunion et elle sera disponible plus tard sur notre site. So it is my pleasure to introduce our first speaker. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Maki Katsuno Ayakishawa, directrice de la division de l'éducation 2030 à l'UNESCO. Elle a plus de 25 ans d'expérience avec l'UNESCO, l'UNICEF et l'Agence de coopération internationale du Japon. Elle gère des programmes internationaux sur l'économie inclusive, sur l'évaluation de l'apprentissage, la formation des formateurs et le partenariat. En tant que directrice de la division, elle est responsable des programmes de l'UNESCO sur le genre de l'éducation supérieure, l'éducation d'urgence et elle dirige le mécanisme de coordination d'ODD4. Ce n'est pas mémorisé, c'est la qualité de l'éducation. Je vais donc vous donner la parole. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Excellence. Mesdames et messieurs les participants, chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord, je vous souhaite une très bonne journée internationale de la langue maternelle. Je remercie la division de la gestion des conférences à Genève pour avoir organisé cette manifestation et nous avoir invités. Aujourd'hui, nous célébrons
la richesse culturelle des langues. Tout d'abord, je veux dire aujourd'hui, 4 personnes sur 10 n'ont pas accès à une éducation dans une langue qu'ils parlent ou comprennent. Il y a une crise de l'éducation. Si nous n'accordons pas plus d'importance au rôle des langues dès les tout débuts de l'éducation, nous ne pourrons pas faire face à notre obligation, à savoir assurer une éducation significative pour tous. Pendant plus de 70 ans, l'UNESCO a promu une approche plurilinguiste qui est à la base d'une éducation inclusive de qualité. Nous avons lancé la journée internationale de la langue de la langue maternelle en 1999 pour promouvoir le multilinguisme et la diversité linguistique et culturelle. La célébration de cette journée est devenue un événement important pour plaider en faveur de l'éducation plurilingue basée sur la langue maternelle que l'UNESCO définit comme l'utilisation d'au moins 3 langues dans la classe, la langue maternelle, une langue régionale ou nationale, et une langue internationale. L'édition de 2023 et le sujet d'aujourd'hui est axé sur les défis qui persistent et qui sont toujours énormes. Comme je l'ai dit, 40% des étudiants du monde n'ont pas accès à l'éducation dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. En tout cas, dans la langue qu'ils parlent ou comprennent le mieux. 771 millions de personnes dans le monde, dont 2 tiers de femmes, n'ont pas encore des compétences de base pour l'écriture et la lecture. 40% de plus des 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition à long terme à cause du manque de locuteurs. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour la diversité culturelle et saper des connaissances et un savoir-faire séculaire qui pourrait être décisif dans les efforts de l'humanité pour résoudre les défis de ce siècle, y compris le changement climatique et la perte de biodiversité. En outre, moins de 2% des langues ont une véritable présence en ligne. Cela empêche des millions de locuteurs de langues autochtones et de personnes parlant langue des signes de pouvoir véritablement participer à la société. Lors du sommet pour l'éducation de l'année dernière, des pays du monde entier ont pris des engagements. 133 pays ont présenté leur déclaration d'engagement au niveau national prononcée par des chefs d'État ou de gouvernement dans la salle de l'Assemblée générale. Une analyse des 133 déclarations par l'UNESCO après le sommet ont révélé que 3 pays sur 4 ont indiqué que l'exclusion de l'éducation était une priorité nationale. Moins de 15% de ces pays ont traité cela du point de vue des minorités linguistiques et culturelles. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'aucun de ces pays n'a abordé la question de l'instruction dans la langue maternelle. Parallèlement, il a été reconnu au cours des consultations pluriparties prenantes et au cours des sessions thématiques que pour transformer l'éducation, le plurilinguisme doit être appliqué d'une manière systématique. Le plurilinguisme peut également faire progresser l'inclusion et l'équité dans l'éducation, dans une transformation de l'éducation. Cela doit fonctionner dans les deux sens. Il faut transformer l'éducation en créant un environnement propice au plurilinguisme, développer et renforcer les cadres législatifs et les politiques d'inclusion et d'éducation dans les sociétés, prenant en compte la diversité et la pluralité des besoins, en respectant et en appréciant la diversité et en éliminant toutes les formes de discrimination. Le système de données d'éducation doit être transformé en assurant que les données soient ventilées par langue, origine ethnique et autres dimensions. Cela permettra de comprendre plus clairement les facteurs qui amènent à l'inégalité, l'exclusion et l'absence d'équité. On pourra utiliser ces données pour affecter des ressources, en particulier aux plus marginalisés. La révision et la réforme des programmes scolaires et des manuels pour qu'ils deviennent inclusifs et éviter la discrimination doivent être réalisées dans des formats accessibles, multiples et dans des langues autochtones et locales. Ces efforts doivent être associés à un examen des programmes de formation des enseignants qui doivent être formés et aider à apporter une éducation inclusive. Il faut commencer précocement, il faut
que l'enseignement soit fondé sur la langue ou les langues maternelles. La technologie peut permettre de relever ces défis. La révolution numérique est un des outils les plus puissants pour assurer une éducation de qualité. Cela peut aider à transformer la manière dont l'enseignement est donné et reçu en mettant l'accent sur trois apprentissages clés: connectivité, capacité, contenu. Les solutions pour appliquer l'éducation multilingue et sauvegarder les langues pourraient inclure l'identification, l'augmentation du statut des langues dans le monde, en particulier des langues qui risquent la disparition. Il faut également assurer la disponibilité d'outils, de plateformes, de ressources communautaires et de compétences permettant aux communautés d'avoir une maîtrise sur l'avenir et dans le cas contraire, elle risque d'être laissée pour compte. Nous devons comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour ce qui est des technologies utilisées de le contenu. La commémoration de la Journée internationale des langues maternelles est un élément qu'il faut utiliser pour mobiliser les communautés mondiales et les parties prenantes. Il nous reste que 7 ans avant la date jalon de 2030 pour l'éducation. Si nous voulons respecter notre engagement à ne laisser personne pour compte et notre obligation d'assurer le droit à une éducation équitable, inclusive et de qualité, l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle doit devenir habituelle. La diversité linguistique et culturelle est une condition permettant un développement durable. L'UNESCO est prêt à œuvrer avec vous et d'autres partenaires pour parvenir à un monde où chaque apprenant pourra se développer et s'épanouir dans un environnement plurilingue dans sa langue maternelle. Merci. Merci beaucoup. Maclean. Nous avons beaucoup apprécié votre intervention. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur François Green, professeur très connu d'éducation. Il s'est diplômé de PhD à l'Université de Genève. Il a enseigné à différentes universités au Canada, États-Unis et en Suisse. Il est actuellement professeur à plein titre de l'Université de Genève, la traduction et l'interprétation. Il a à son actif plus de 200 publications. Il est spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques liées aux langues et questions éducatives. Merci. Monsieur Green, vous avez la parole. Nous avons peu de temps. Je vais donc aborder directement 3 points. J'espère que l'ordinateur fonctionne. Ça ne semble pas être le cas. Pour ce qui est de la langue maternelle ou la langue principale, c'est une question extrêmement large et cela amène 3 questions. De quoi parlons-nous? Pourquoi? Pourquoi faut-il offrir une éducation en langue maternelle et dans la langue principale et comment le faire? J'ai mis en exergue la deuxième question qui est en rouge, car cela pourra être peut-être plus utile pour comprendre les autres. L'éducation en langue maternelle ou en langue principale peut être quelque chose de très varié. Est-ce que on enseigne la langue comme vecteur ou comme sujet? Est-ce qu'il y a des certificats, des diplômes? Est-ce que tous les sujets du programme sont dans cette langue ou certains seulement? Et quelles sont les attentes concernant la formation des formateurs, leurs compétences linguistiques, la disponibilité, l'utilisation de différents matériels pédagogiques, etc. Il y a également la question du contact entre les écoles et les parents, etc. Et cela revêt des dimensions multiples. C'est la raison pour laquelle
nous devrions considérer que cette instruction MTL1 est un continuum. Alors, il est difficile de faire ressortir cela en deux dimensions. Donc, il y a toute une série de questions, dont celles que j'ai énumérées. Donc, il faut trouver, il faut savoir où on se situe sur ce continuum. Alors, je vais passer à la question pourquoi. Il y a trois types d'arguments. Et tout d'abord, les arguments basés sur les droits. Il y a une littérature dans différents domaines de recherche, les droits, celui des droits linguistiques et des minorités. Il y a également les droits de l'homme linguistique. Et l'idée principale est que les personnes, les enfants en particulier, ont le droit à avoir une instruction, une éducation MTL1. C'est un argument qui est à la fois très fort et très faible. C'est très fort parce que cela se fonde sur des valeurs. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur ces valeurs. Ou parfois, ils disent qu'ils sont d'accord avec ces valeurs, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, le risque qui existe lorsque l'on se fonde sur des arguments de droit, c'est que soit que on prêche des personnes qui refusent d'être convaincues, ou bien on prêche des personnes qui sont déjà convaincues. Alors, que faire? Alors, il y a une deuxième catégorie d'arguments. Je ne vais pas m'attarder parce qu'un grand nombre de personnes ici connaissent beaucoup mieux ce sujet que moi-même. Alors, il y a un domaine de recherche qui est vaste, qui combine la psycholinguistique et la science de l'éducation, qui montre que un certain nombre de résultats. Les enfants apprennent mieux, leurs compétences sont plus solides s'ils reçoivent des instructions, en particulier s'ils apprennent à lire dans une langue qu'ils parlent également chez eux, dans leur famille ou leur communauté. C'est également ce que la première oratrice a indiqué. Et bien entendu, le bilinguisme et le multilinguisme constituent des atouts, mais pour en tirer parti, véritablement, il est important d'être solidement ancré dans une langue maternelle ou une langue principale, L1. Souvent, lorsque l'on parle aux médias ou aux politiques, il est important de souligner le fait qu'il qu'il y a que les arguments euh, euh, en faveur de la langue maternelle, ce n'est pas du tout contraire à la volonté de multilinguisme, bien au contraire. Donc, il est important de rappeler à ceux qui nous écoutent, mais il est important également d'écouter tous ceux qui s'opposent à nos arguments. Alors, il y a également un argument économique fondé sur l'économie de l'éducation. Cela offre un cadre analytique utile pour intégrer un certain nombre de résultats empiriques. Tout d'abord, utiliser la langue maternelle ou la langue L1 au lieu d'une langue de communication majoritaire provoque à trois résultats, de meilleures notes aux examens, moins de redoublement et moins d'abandon scolaire. Souvent, ce n'est pas tout à fait gratuit, il y a un coût. Mais ce qui est intéressant, c'est que les quelques études indépendantes qui ont été menées sur ce sujet obtiennent, obtiennent un coût de 4 ou 5 supplémentaire lorsque l'on rend le système éducatif bilingue. La raison en est simple. De toute façon, il faut que les enfants soient éduqués, il faut payer des professeurs, il faut de toute façon avoir des établissements scolaires. Donc, le coût supplémentaire est beaucoup plus modeste que ce que on pourrait imaginer. On peut donc aller un peu plus loin, essayer de constituer un modèle en utilisant un certain nombre de faits pour élaborer des orientations. Alors, partons de 5 ans d'éducation élémentaire et assumer qu'il y a certains coûts par étudiant et par an. Alors, nous avons un chiffre
de d'Indonésie, mais quel que soit le chiffre, bon, on a pris 1 000 $ ici, ça peut être autre chose. Donc, c'est le coût de référence. Et que se passe-t-il lorsque l'on passe à une éducation MTL1? Il y a une augmentation de 4 ou 5 de dépenses, mais pour être tout à fait prudent, ne pas être accusé d'être trop optimiste, nous pouvons dire qu'il y aura une augmentation de 7,5 parce que certaines langues nécessitent un certain nombre d'équipements. Parfois, il faut stabiliser des normes linguistiques, des normes grammaticales, par exemple. Donc, cela représente un léger coût supplémentaire, disons 7,7. Mais quels sont les avantages? Donc là, nous pouvons utiliser un certain nombre de faits stylisés, entre guillemets. Alors, il y a des études au Guatemala, au Cameroun, au Pays Basque également. Et ce sont donc des situations très différentes. Et ce que l'on observe, c'est que s'il y a un enseignement dans une langue de communication qui n'est pas utilisée à la maison, il y a des taux de redoublement importants qui peuvent atteindre 40 dans certaines régions. Il y a également 15 d'enfants dans les cohortes qui ne vont pas au bout du cycle éducatif de base. Alors, que peut-on en faire? On peut jouer avec ces chiffres sans entrer dans le détail. S'il y a un taux de redoublement de 40 dans un programme de 5 ans, c'est comme s'il y avait un programme sur 7 ans en moyenne. Donc, j'ai essayé de rendre les chiffres les plus faciles à comprendre. Et on peut dire que le taux de redoublement est réparti sur l'ensemble des années. Donc, voilà le tableau que l'on peut réaliser. Donc, disons qu'il y a une cohorte de 100 étudiants, supposons que tout le monde redouble le premier et deuxième niveau, cela fait 7 ans et ça veut dire une augmentation de 40. Donc, cela représente un coût. Si vous prenez en compte le fait que certains abandonnent l'école, on a un taux, dans ce cas, serait de 655 000 $ avec les chiffres que j'ai utilisés. Alors, que se passe-t-il si on passe à une éducation MTL 1? Le taux d'abandon scolaire diminue d'un tiers et le taux de redoublement diminue de moitié. C'est la raison pour laquelle, pour le redoublement au quatrième, on peut dire que au quatrième niveau, il n'y a plus de redoublement. Donc, on peut passer un cycle de 6 ans avec une proportion inférieure d'abandon scolaire. Ensuite, on peut reprendre les chiffres que nous avons donnés jusqu'à présent. Voilà donc la comparaison de coûts. Le profil de coût du système en détail. En moyenne, pour 100 étudiants, 6 550 pour terminer le cycle. Si vous faites la même chose avec le modèle MTL1, on est à 6 289. Disons 6 290. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a une diminution des coûts avec des économies, même si on inclut le taux, les frais supplémentaires que représente le fait d'avoir un matériel éducatif particulier, des enseignants formés, etc. Le coût net le coût net d'une éducation dans la langue maternelle peut être inférieur à une méthode traditionnelle. Alors, d'autres effets,
les enfants qui ont l'ancienne dans leur langue maternelle comprennent mieux. En général, leur carrière est plus est meilleure. Il y a des chiffres d'il y a 25 ans suggèrent une augmentation de 1 000 $ de revenus par an. Cela aboutit à une augmentation du PNB et cela a également un impact positif sur les recettes fiscales. Donc, en conclusion, je voudrais dire que ce sont des estimations grossières. Il s'agit simplement d'être plausible. Cela va dans un sens qui est tout à fait encourageant. Donc, si vous pouvez nous suggérer comment avoir accès à des données robustes, je serais tout à fait heureux. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Il y a des questions qui vont être posées, mais plus tard, je vais maintenant donner la parole à à un orateur, Monsieur Alberto Vicher, qui enseigne l'espagnol au Centre pour l'apprentissage du multilinguisme à Genève. Il est diplômé PhD de sciences linguistiques de l'Université Pompeu Fabra à Barcelone, en outre. Il est diplômé d'informatique de l'Université autonome de Barcelone, un diplôme en linguistique de l'Université Pompeu Fabra et un diplôme au niveau master de linguistique appliquée. Il travaille en tant que professeur d'espagnol langue étrangère dans différents centres, en Espagne, en Russie, en Allemagne et aux États-Unis. Monsieur, vous avez la parole. Thank you. Thank you, Mrs. Kulikova. Merci beaucoup, Madame Korlikova. Well, I'm going to start with this brief Je presentation vais commencer about mon bref CLM, exposé where I work as a à Spanish propos teacher du and Centre some de formation du multilinguisme ici à l'ONU où je travaille, et je vais about également discuss évoquer certaines implications we do have sur at the UN. l'enseignement des langues ici So, à l'ONU. first of all, talking about the CLM, the Center for Alors, je Lingual commencerai par vous parler du Centre de formation du multilinguisme en quelques mots, simplement pour vous dire que nous enseignons les 6 langues officielles des Nations Unies, arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol. Nous fournissons des cours réguliers, de même que des cours spéciaux, et nous sommes heureux de vous informer qu'aujourd'hui, nous fêtons le 6e anniversaire de la création de notre centre. Donc, joyeux anniversaire à nous. Nous avons un groupe d'apprenants extrêmement divers et variés, fonctionnaires, membres d'émissions permanentes, époux, stagiaires, ONG, consultants et autres, qui représentent plus de 100 nationalités, 70 langues maternelles. Donc, c'est une communauté d'apprenants véritablement multilingues. Dans notre centre, nous mettons l'accent sur l'inclusivité et l'intégrité, car c'est essentiel pour tenir compte des différentes valeurs, connaissances, expériences des autres dans le contexte de l'apprentissage d'une langue seconde ou étrangère. Récemment, peut-être déjà au courant, nous avons adopté un cadre linguistique qui établit différents niveaux d'apprentissage, différents niveaux de compétences pour les différentes langues que nous enseignons. Cela permet de garantir la cohérence, la validité et un traitement équitable des langues, tenant compte également des domaines personnels, publics et professionnels. Donc, il y a la compétence linguistique, pragmatique, socioculturelle et linguistique. Je reviendrai sur ces différentes compétences ultérieurement, et nous verrons également quel est leur impact sur la communauté d'apprenants. Alors, pour comprendre notre approche pédagogique et les différentes compétences,
Je dirais ceci, la langue dans le cadre de la linguistique appliquée est considérée comme un cadre structuré, imposé. Dans les années 70, nous voyons la présence des langues en tant qu'ensemble fermé de signes. Plus tard, dans les années 70 et 90, l'analyse des discours et la pragmatique met l'accent sur les échanges communicatifs entre les interlocuteurs compte tenu du système scientifique, mais également du contexte culturel du locuteur. Finalement, depuis les années 2000 jusqu'à nos jours, la langue est considérée comme une construction pratique et symbolique des genres d'identité et des éléments subjectifs de notre existence quotidienne. La notion de culture évolue. C'est une unité essentielle de communication. L'essor de communautés diverses à présent dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la mondialisation, la technologisation et les migrations à grande échelle ont donné lieu à des communautés qui sont de plus en plus diverses au plan linguistique, social et culturel. Donc, il faut en tenir compte dans l'enseignement. Peut-on dire à l'orateur qu'il est interprété? Il lit à très grande vitesse. La première étape, par conséquent, consiste à définir les concepts de langue en fonction des niveaux, des activités sociales qui doivent toujours être prises en considération ensemble et jamais de manière distincte. À l'aide des mécanismes cognitifs et des connaissances, les apprenants interagissent dans différents contextes, souvent des contextes multilingues. Ensuite, il y a la nécessité de prendre en considération les institutions et les communautés où l'apprenant fait rayonner son identité sociale pour mieux comprendre le développement des langues dans un environnement multiculturel. Ce point de vue est important parce que les phénomènes multiculturels et multilingues se dépendent les uns des autres. Oui, malheureusement, il est impossible d'interpréter dans ces conditions. Donc, nous allons voir à présent les implications pour l'enseignement d'une langue seconde. Cette nouvelle conception de la langue et des activités sociales nous permettent de mieux comprendre l'enseignement des langues dans des communautés multiculturelles et en tenant compte des besoins des apprenants. L'environnement à présent, il est nécessaire de projeter le contexte à partir duquel l'apprenant commence à apprendre une langue. Cela permet d'enrichir la communication. Finalement, au plan multisocial et multiculturel, la langue est considérée comme un élément de médiation. La façon dont nous interagissons dans les salles de classe permet de mettre en place un enseignement guidé et de sensibilisant les apprenants aux moyens de différentes activités. Les connaissances implicites de l'apprenant doivent pouvoir être mises au jour dans les salles de classe. Un exemple d'implication et pour conclure, on peut dire que les projets que nous mettons en place, notamment dans le département espagnol, mais dans d'autres départements de CLM, offrent un espace de réflexion initiale permettant aux apprenants d'acquérir une expérience en matière de communication. Dans le cadre de ce type d'activité, nous mettons en place une vision globale des différentes activités, le travail dans les salles de classe. C'est l'environnement idoine pour promouvoir le multilinguisme. Et j'aimerais conclure avec cette citation de Michael Byram, qui revêt une importance essentielle. Le maintien et le développement des sociétés multiculturelles revêt une importance essentielle dans la mise à disposition d'une éducation multilingue de qualité. Encore une fois, note de l'interprète, il est impossible d'interpréter dans ces conditions.
Donc, compte tenu notamment qu'on parle de langue maternelle. Merci beaucoup. Nous avez parlé du multilinguisme. Nous sommes très heureux de pouvoir examiner ces questions par le menu. Je passe à présent la parole à Madame Gordon, qui est directrice du Campus des Nations. Elle a des diplômes des universités de Genève, Oxford, Durham. Elle a enseigné au niveau primaire et secondaire au Royaume-Uni. Elle a été enseignante, directrice principale et coordonnatrice de l'École internationale à Genève. Elle a également travaillé à Mombasa, au Kenya, à l'université d'Aga Khan, où elle a mis en place une nouvelle perspective de l'enseignement des langues. Madame Crisfield, pour sa part, experte en éducation bilingue, elle a une expérience de plus de 20 ans en matière de linguistique appliquée. Elle a un baccalauréat en enseignement des langues étrangères. Elle a travaillé comme enseignante et chercheuse. Elle enseigne à l'université Oxford Brookes et elle est membre active de différentes organisations de recherche. Elle continue de faire des recherches dans le domaine du bilinguisme et accorde un intérêt particulier à la promotion de la langue et de l'égalité des langues dans les écoles. Je vous remercie. Vous avez la parole. So thank you very much for the invitation to speak today. As you were mentioning, I come from Merci beaucoup. Alors, en effet, comme vous l'avez dit, j'enseigne dans une école qui se trouve à un jet de pierre d'ici. Je vais vous parler d'un projet sur le multilinguisme. À mes côtés, j'ai Chris Field, docteur, et je vais vous passer la parole immédiatement, chers collègues. Je reprendrai après. Oui, moi, je ne peux assurer que des cas d'urgence linguistique. Il est très difficile de suivre un groupe d'experts comme celui-ci parce qu'ils ont déjà évoqué la plupart des statistiques que j'ai moi-même compilées. Donc, je vais peut-être me concentrer sur le travail que nous faisons à École Int. Je mentionnerai quelques points saillants propres à des écoles bilingues comme la nôtre. Il y a certaines choses que nous avons apprises au fil de nos recherches concernant l'expérience des enfants dans le domaine de l'éducation et l'impact de bénéficier d'un enseignement dans sa langue maternelle. J'aimerais vous renvoyer à une étude d'UNESCO. Si vous ne comprenez pas, comment pouvez-vous apprendre? Donc, c'est important parce que les résultats scolaires sont améliorés, l'alphabétisation est davantage couronnée de succès si elle est assurée dans la langue maternelle, mais c'est également un gage de plaisir accru à l'école. Et l'identité, le bien-être et l'engagement augmentent également. D'ailleurs, les deux orateurs qui m'ont précédé en ont déjà parlé. Je n'avancerai pas les arguments économiques parce qu'ils dépassent mes compétences. En revanche, je peux parler du bien-être. Alors, je vais peut-être planter le décor. Nous allons passer des écoles bilingues à des écoles multilingues. Et j'aimerais citer l'article 30 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui insiste sur l'importance de l'enseignement dans une langue que l'enfant maîtrise. Les enfants, dit-on, ont droit à leur propre langue et peut-être répéterai-je quelques statistiques évoquées par le premier orateur. 40% des enfants dans le monde n'ont pas accès à l'éducation dans une langue qu'ils maîtrisent. Il s'agit essentiellement d'enfants scolarisés dans des systèmes nationaux ou régionaux. Dans d'autres écoles, par exemple, la question à laquelle on va essayer de répondre est de savoir ce que l'on peut faire pour régler ce problème très inquiétant. Lorsqu'un programme bilingue peut être mis en place, c'est absolument la voie à suivre. Malheureusement, de nombreuses classes sont multilingues.
il est difficile de s'adresser à une classe et lui dire l'éducation bilingue est idéale pour vous tous. Alors comment faire? Parce que il ne s'agit pas la plupart du temps de programmes bilingues parce que nous nous adressons à des enfants d'origine linguistique très différente. Donc, je vais passer la parole à Ayla qui va vous parler du projet qui a été lancé il y a 5 ans de cela déjà, Appreniez. Il s'agit certes d'un défi. Nous devons en effet, d'une part, veiller à ce qu'en tant qu'établissement de formation, nous appuyons euh, l'acquisition des langues maternelles de nos étudiants, mais nous avons une autre responsabilité. Nous devons en effet nous assurer qu'ils ont accès au contenu de ce qui se fait dans les classes, dans la langue d'éducation, en l'occurrence l'anglais. À l'école Inde, nous accueillons plus de 4500 élèves et étudiants qui représentent cette année 134 nationalités différentes et qui parlent plus de 80 langues différentes en tant que langue maternelle. Voilà, prenons l'exemple de 2 enfants âgés de 5 ans. Leurs profils linguistiques sont extrêmement complexes et souvent ils arrivent à l'école Inde sans connaître un mot d'anglais. La recherche nous dit qu'il est important d'utiliser la langue que parlent les enfants à la maison pour développer leur maîtrise de la langue d'enseignement. Cependant, lorsque les langues maternelles sont si nombreuses, c'est extrêmement problématique. Souvent, on nous dit les enfants apprennent les langues par osmose, tout simplement, et plus les enfants comme hosto, mieux c'est. La recherche, pourtant dit que c'est un mythe. Alors, que faire? Il faut mettre en place un programme d'acquisition des langues extrêmement structuré qui repose sur le profil intellectuel de l'enfant. Or, chaque profil, chaque enfant est différent. Alors, comment pallions-nous à cela? Qu'avons-nous fait au moyen de ce projet? Nous avons établi le profil linguistique de chaque enfant et ce profil est revu chaque année par les enseignants et à la lumière de ce profil, les enseignants prennent les décisions qui s'imposent, à savoir quelle langue ils utiliseront dans la salle de classe avec l'enfant. Nous sommes très prudents à l'heure de placer les élèves dans les différentes classes. Nous consultons les enseignants, nous essayons de trouver des enseignants qui peuvent s'adresser à eux dans leur langue maternelle. Et lorsque vous apprenez quelque chose dans une langue qui n'est pas la vôtre, le volume de travail est double parce qu'il faut apprendre la langue, le nouveau vocabulaire, et les structures linguistiques de la langue en question et la matière. Donc, durant la journée, les enfants peuvent parler dans leur langue maternelle, ce qui leur permet de décompresser un peu, de se détendre et cela leur fournit la sécurité dont ils ont besoin à l'école. Nous travaillons également avec les familles parce que dans le cadre d'un projet comme celui-ci, les relations entre l'école et les parents sont très importantes. C'est pourquoi nous consultons les parents et nous les invitons à nous fournir du vocabulaire dans la langue maternelle de l'enfant sur un sujet donné. Nous les en informons au préalable. Alors, ça peut être en français ou en anglais et ça devient un outil qu'utilise l'étudiant et c'est un outil qu'utilise également l'enseignant parce que souvent celui-ci va faire l'effort d'apprendre le vocabulaire et les structures linguistiques dans la langue maternelle de l'enfant.
Et puis se posent des questions de prononciation. Et l'enfant est souvent très fier de pouvoir parler de sa langue maternelle devant ses camarades et ses enseignants. Lorsque nous contactons les familles, eh bien, nous tenons compte du profil linguistique et culturel de l'enfant. Parfois, ces profils sont extrêmement complexes. Ces séances de planification linguistique avec les familles amènent les familles à réfléchir à leur héritage, à leur identité, au pays dans lequel les familles vivent maintenant ou entendent vivre à l'avenir. Donc, il y a une vision pluraliste. Toutes les langues sont égales aux yeux de l'école et des enseignants. Nous appuyons également le développement des connaissances dans la langue maternelle. Nous aidons les parents à comprendre notre démarche concernant l'acquisition des langues étrangères. Donc, c'est un projet qui a été lancé il y a 5 ans. Nous apprenons beaucoup, nous avons beaucoup appris, mais avons encore beaucoup à apprendre. Ce que nous savons de source sûre, c'est qu'il est important de travailler avec des experts, avec des chercheurs, d'où certaines collaborations avec d'autres organes extérieurs. Et nous examinons également ce que dit la science. Nous avons également constaté qu'il était possible, pour autant que les enseignants soient suffisamment bien formés, d'accueillir d'autres langues maternelles dans une même salle de classe sans que pour autant les enseignants maîtrisent ces langues, puisqu'il y en a 80, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette année notamment. Il y a Niki et Tania avec nous. Et ce sont 2 collègues qui se sont très largement impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Et je me félicite qu'elles soient ici pour participer à ces discussions avec nous. Très bien, alors moi je vais conclure en nous rappelant ceci. Cela fait longtemps que nous sommes à la croisée des chemins en matière d'enseignement des langues. Nous savons que la science est convaincue que les enfants doivent pouvoir utiliser leur propre langue dans le cadre de leur formation et de leur éducation. Nous progressons vers cet objectif pas à pas. Il faut réfléchir aux différentes politiques nécessaires et je crois que si nous travaillons avec les enfants, nous avancerons plus rapidement. Ici, c'est une citation d'un chapitre que j'écris avec un autre chercheur qui travaille à Mombasa dans le cadre d'un programme bilingue anglais-swahili. Et il s'agit d'une approche linguistique éthique qui est préconisée et c'est l'un des objectifs vers lequel nous tendons. Nous aussi, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Ces exposés sont riches en enseignements et je propose que nous ouvrions maintenant la discussion. Je remercie nos intervenants et nous avons constaté à quel point elles se recoupaient. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Allez-y, monsieur. Yes, I want to introduce myself. Alors, je commencerai par me présenter. Je m'appelle Sophie Lagari. Je viens du Sindh, c'est une province du Pakistan. La population sindhi représente 55 millions de Pakistanais qui parlent le Sindh. Ça n'est pas, c'est une langue qui n'est pas considérée comme une langue officielle. On nous impose le ourdou. Aujourd'hui, nous fêtons la journée internationale de la langue maternelle. J'ai mon collègue ici à ma gauche du Bangladesh qui parle également sa langue maternelle pour autant qu'il le puisse.
Ma question est la suivante. Lorsque des personnes comme nous se heurtent à des difficultés, plus de 10 000 écoles ont été fermées dans ma région. Est-ce que vous avez des recommandations à nous adresser? Thank you. Merci. Alors, tout ce que je puis vous dire, c'est que j'aimerais beaucoup pouvoir vous répondre. Les contextes sont différents, les pays sont différents. En l'occurrence, c'est très politique. Moi, je dis à mes étudiants que les langues et la politique sont intimement liées et sont indissociables. Et merci au Bangladesh de nous avoir apporté cette journée. Je sais que la question de la langue et de l'éducation est extrêmement sensible dans certains pays. Alors malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous fournir, hormis le fait qu'il faut que nous continuions d'en parler, que nous continuions de visiter les écoles pour en parler dans mon travail quotidiennement. Je vois des choses extraordinaires qui se font dans les salles de classe. Par exemple, j'ai vu une vidéo tournée en Inde rurale, aucune technologie, un tableau noir exclusivement. Et l'enseignante faisait quelque chose de formidable. Elle essayait de tenir compte des langues de chacun. Mais c'est vrai que souvent, la politique dans un pays est un frein. Merci beaucoup. Je suis heureuse, monsieur, que vous ayez soulevé cette question parce que cela n'a cesse de nous rappeler que ce sont des questions académiques, mais pas seulement. Ce sont des questions qui ont une incidence sur des millions de personnes à travers le monde. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je vous en prie. Nigel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis Nigel Lindup. Je suis traducteur ici, section anglaise. J'ai été très intéressée de vous entendre parler du projet d'Ecolinte. Mes propres enfants étaient scolarisés dans le système public ici à Genève, mais je pense que le contexte genevois est très semblable à celui d'Ecolinte. Il y a 134 langues et 134 nationalités et 80 langues différentes à l'Ecolinte, et je pense que dans les écoles publiques de Genève, les statistiques sont assez similaires. Bien sûr, l'Ecolinte a plus de ressources à consacrer à ce type de projet, et je m'interroge, comment peut-on aider les systèmes publics à se développer de manière semblable? Parce que bien sûr, il y a des problèmes de liquidité, parce qu'il faut bien sûr enseigner les enseignants, euh, former les enseignants, pardon, leur apprendre à travailler avec d'autres langues. Merci Nigel. Quelqu'un souhaite répondre? Very opposite question that Merci de votre question. Alors, je pense que compte tenu des éléments de preuve que nous avons, le problème est à mettre sur le compte du coût additionnel, mais le coût est souvent plus modeste qu'on imagine. Et j'ai parlé du Pays basque parce que 4 à 5 des dépenses supplémentaires après 1975, bon, cela, bien sûr, dans un pays occidental, en d'autres termes, le coût n'était pas énorme. J'ai parlé d'une étude qui a été préparée initialement pour la Banque mondiale. Donc, ils ont examiné un programme de formation espagnol Maya pour commencer, avec un coût supplémentaire de 3 à 5 seulement. En d'autres termes, ça n'est pas si coûteux. Et si on met les coûts supplémentaires en parallèle avec les avantages que ce type de projet représente, peut-être ne sera-t-il pas trop difficile de les convaincre de l'utilité de tels projets? Parce qu'en effet, ce sont des projets qui présentent un excellent
rapport coût-efficacité et cela s'inscrit également dans l'objectif d'une éducation de qualité pour tous. Nous devons convaincre ceux qui ne le sont pas encore et peut-être qu'en brandissant ce type de statistiques, on pourra le faire plus facilement. Merci beaucoup. Nous savons tous que en ces temps de difficultés budgétaires, alors bon, c'est vrai qu'on parle toujours de difficultés budgétaires. Quoi qu'il en soit, si on regarde à plus long terme, on constate que cela peut avoir des avantages économiques, mais bien sûr, il faut également tenir compte des perspectives budgétaires de ceux qui sont amenés à prendre ce type de décision. Y a-t-il quelqu'un en ligne qui souhaite po- poser une question ou faire des commentaires? Oui, alors nous avons une question en ligne. Comment veillez-vous à ce que les locuteurs multilingues participent aux réunions internationales? Bon, je crois qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de langue maternelle, mais langue maternelle plus. Donc, au début de l'éducation, on met l'accent sur l'acquisition de la langue maternelle et l'acquisition d'une langue seconde. Il ne faut pas nécessairement que cela soit l'anglais. Par exemple, à Mombasa, les élèves parlent de nombreuses langues locales, mais le swahili est la langue la plus utile. Aux Philippines, il y a le tagalog. Il ne doit pas, par conséquent, s'agir de l'anglais. On choisit l'anglais par défaut parfois. Donc, je dirais qu'ils ne doivent pas toujours bénéficier d'une formation dans leur langue maternelle, également peut-être dans une langue seconde, en fonction du contexte. So, Je suis fait d'accord avec ce qui a été dit. On parle, en fait, ce n'est pas un choix, c'est les deux qu'il faut. Alors, je voudrais ajouter quelques réflexions. Nous avons vu avec le Covid à quel point les technologies en ligne ont modifié les choses. Cette réunion, si vous la regardez sur Zoom, il est possible d'avoir des sous-titres. D'autre part, il y a des traductions automatisées, ça existe. Avec certains programmes, on peut avoir des sous-titres dans différentes langues. Est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est vraiment au niveau de qualité nécessaire pour la négociation d'un texte? Non, ce n'est pas le cas, mais ce serait une question un peu différente dans 10 ou 15 ans, parce qu'il y aura des intermédiaires techniques qui permettront aux gens, là c'est la tour de Babel, les gens pourront utiliser leur langue. J'ai de la chance d'être une anglophone de naissance, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui travaillent dans des langues différentes de leur langue de naissance. Les technologies évoluent si rapidement. La question de savoir si on peut avoir un plurilinguisme dans un panel dans 15 ans, ça ne sera plus une question, ce ne sera plus un problème. C'est une bonne question et nous constaterons l'évolution. Avez-vous une autre question? Mo- Donc, il y a une question, c'est plutôt un commentaire. L'éducation pour les enfants en Palestine, vous l'avez mentionné. Vous avez dit que l'éducation multilingue et la politique sont parfois tout à fait liées. Ce n'est pas uniquement les langues et l'éducation, mais la langue d'une manière générale, c'est un marqueur culturel, ça a un impact. Je voudrais, en conclusion, remercier très chaleureusement les orateurs ainsi que Maki. J'apprécie que vous ayez pris le temps de venir avec nous. Cela sera enregistré, donc vous pouvez le partager. Si vous avez des idées, vous
pouvez nous en parler. Nous célébrons cette réunion tous les ans. C'est un sujet qui revient. C'est vraiment très important et nous apprécions vraiment que vous soyez joints à nous en personne et en ligne. J'en ai terminé. Merci à tous.